Hop là, c'est parti. Allez, bienvenue dans cette session de formation sur les différentes figures chartistes. Alors, bien entendu, il y aura un replay, puisque je viens de lancer l'enregistrement. Donc voilà, vous en faites pas. Alors, pour ceux qui ont éventuellement leur micro allumé, si vous pouvez éventuellement les éteindre et seulement les allumer quand vous voulez prendre la parole. Comme ça évite que tout le monde entende les bruits de fond. Après, Lee, tu es sur... Ouais, sa cuisine. C'est chez Fredor, ouais, je pense. Voilà. Alors, Lee, comme tu es sur téléphone, je pense que tu vas avoir du mal à couper ton micro. Je vais juste te rendre muet pour l'instant. Et si jamais tu veux poser une question, bah, tu peux envoyer un petit message. Allez, c'est parti sur les figures chartistes. Alors, on va commencer, bah, tout d'abord, oui, j'ai oublié, hein, les figures chartistes. Ce sont des structures de prix qui ont été, longuement étudiées par, beaucoup de, traders et d'analystes et certains en ont fait des études statistiques. Donc il faut savoir que c'est pas parce que vous voyez une figure chartiste, sous les yeux qu'elle va forcément être validée, ou atteindre ses objectifs théoriques. Donc, dans tous les cas, il faut rester, objectif et prudent face à une telle figure. Alors, de manière standard, quand on va travailler les figures chartistes, on va appliquer ce qu'on appelle le principe de la balançoire pour aller rechercher les objectifs de ces différentes figures. Alors, le principe de la balançoire, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, quand vous avez ici une structure, eh bien, vous prenez la hauteur de cette structure et vous la reportez, soit en haut, soit en bas, en fonction du sens de la cassure de cette ligne ici qu'on va appeler une ligne de coup et qui très fréquemment n'est pas une ligne mais quelque chose de plus épais que moi j'appelle, je pense que Rhésus l'appelle de la même façon, plutôt une zone de coup donc qu'on va travailler. Donc on va appliquer ce principe tout au long de tout simplement la présentation des structures chartistes. Alors la première que l'on va voir est sans doute l'une des plus connues est le double bottom. Alors double bottom ou double creux en français. Donc vous allez avoir les prix qui viennent d'une tendance baissière, qui vont faire un premier appui ici sur une zone de prix, qui aura pu être une zone déterminée à l'avance si vous avez tracé vos différents niveaux de support sur votre graphique, qui aura pu être des niveaux Fibonacci, un niveau de bas de canal par exemple, ou enfin bas de canal ascendant ou descendant. Bref, c'est une zone qui a un impact au niveau de la psychologie du marché. Donc ici, vous allez avoir les acheteurs qui vont reprendre la main, tout doucement, qui vont faire une avancée, et puis tout à coup, ils vont être bloqués ici à un certain niveau, qui généralement sera à un niveau sur lequel vous allez avoir un historique de prix à nouveau, hein, sur lesquels le marché aura éventuellement temporisé un peu plus loin dans le passé, pas forcément dans la tendance baissière ici, mais un peu plus loin avant. Et donc le marché va buter dessus. Les acheteurs ne seront pas assez forts pour pouvoir franchir ce niveau de résistance et vont le consolider. Et vous allez ensuite avoir les vendeurs qui vont reprendre la main. Idéalement, vous avez, quand vous travaillez les volumes ou les oscillateurs pardon, que ce soit le RSI, la MACD ou autre, vous allez avoir ici, une hausse sur le premier creux et ensuite vous allez, avoir une baisse, ici des volumes durant, toute l'ascension et toute la descente pour, généralement, pour ceux qui travaillent les actions, idéalement avoir, une baisse de volume ici sur le deuxième creux. Alors ici sur la figure, le deuxième creux est représenté tip top, au même niveau. Donc ça arrive hein, fréquemment que vous avez un double bottom parfait avec le même niveau de support qui sera travaillé. Parfois quand vous avez une zone un peu plus large, eh bien le creux peut se former un peu plus haut
ou un peu plus bas. C'est ce qu'on appelle un double bottom décalé. Alors moi, allez, j'autorise, entre, je sais pas, 10-15 de décalage. Ensuite, pour moi, ce sont d'autres types de figures. Ce sont plus des double bottom. Je sais que certains, voilà, appellent des double bottom décalés, même quand on est ici à 50. Moi, ça ressemble du coup plutôt à une tasse avec anse, qui est une autre figure chartiste, qui a exactement, les mêmes objectifs, mais qui a une psychologie un peu différente, dont on verra et dont on discutera tout à l'heure. Donc ici, ce qui se passe sur cette zone de support, eh bien, c'est que vous avez les vendeurs qui ne sont plus suffisamment forts et vous avez les acheteurs qui reprennent la main à ce moment-là. Voyant les prix augmenter, eh bien, vous avez les vendeurs qui sont rentrés ici, mais bon, voilà, ils décident de sortir de leur position parce que voilà, ils n'ont pas envie de se faire attraper, de se faire stopper. Donc voilà, ils prennent leur profit, ils sortent de leur position, ce qui fait monter mécaniquement le prix et qui le fait revenir jusqu'à cette fameuse zone de résistance précédemment touchée, qui est définie donc comme la ligne de coût que l'on a vu tout à l'heure. On va attendre un break assez franc, avec un beau chandelier de type Marubozu, pas des chandeliers avec des longues mèches ou ce genre de choses. Ça, faut éviter. Si il y a un soulèvement de la ligne de cou avec une mèche, une réintégration, c'est vraiment pas bon signe. Parce que vous avez de nouveau une forte hésitation sur cette zone. On va attendre vraiment un beau Marubozu, donc un beau chandelier haussier avec un beau corps, une belle proportion de corps plein. Idéalement, on va avoir une divergence ici entre les deux bottoms. Donc un léger plus bas ici pour avoir une divergence au niveau des volumes ou une divergence. Pas de souci, Ili, c'est enregistré, donc tu pourras regarder le replay de la vidéo. Je te souhaite une bonne soirée. Donc vous allez avoir ici une divergence entre les deux bottoms, soit une divergence qu'on appelle classique, soit une divergence cachée. Donc ça, éventuellement, j'en ferai un petit point sur les divergences cachées pour montrer un peu la différence. Mais voilà, vous allez avoir une variation du momentum entre les deux creux qui va appuyer justement cette hausse. Idéalement, si vous regardez les volumes, au niveau du break, vous devez avoir des volumes qui sont plus élevés que sur le premier creux. Ça montre vraiment le changement de tendance. Si on se réfère aussi à la loi de Dow, eh bien, le fait de casser par le haut cette zone, eh bien, c'est de créer ici un nouveau plus haut par rapport au plus haut précédent, et donc un changement potentiel de tendance. Donc il faut regarder vraiment la psychologie qui va se cacher dans la figure chartiste. Donc je détaille très bien le double bottom pour que vous puissiez avoir justement l'exemple, je vais dire, classique de la psychologie. Vous allez voir que très fréquemment, vous allez retrouver le même type de psychologie dans les différentes figures chartistes. Donc on peut observer ici régulièrement, donc ici vous avez des petites statistiques. Donc le double bottom par exemple fait dans les 70% des cas un retournement haussier. C'est-à-dire que dans 30% des cas, en fait ça va échouer et puis ce sera juste un setup correctif et puis vous allez avoir la tendance baissière qui va reprendre. Vous avez 97% de poursuite haussière après la cassure de ligne de coup. Alors, vous voyez qu'ici on a fait l'objectif avec le principe de la balançoire. Donc vous prenez le point le plus bas du double bottom, vous prenez la distance à la zone de coup et vous reportez cette distance au-dessus et vous avez votre objectif théorique. Alors quand ils disent ici les 97% de poursuite haussière après la cassure de la ligne de coup, ça ne veut pas dire que vous avez 97% de chance d'aller rechercher votre objectif. Ça veut dire que vous avez 97% de voir ici une hausse continuer, qu'elle soit relativement courte ou très longue. Donc ça, il faut faire un peu attention aux statistiques. Dans 68% des cas, vous avez un pullback sur la ligne de coup ou sur la zone de coup. Parfois, elle peut passer un peu en dessous, parfois elle peut s'arrêter un peu au-dessus, mais vous avez dans 68% des cas un pullback.
Et donc, pour ceux qui ont suivi la vidéo sur les principes que j'avais donnés sur le trading à partir de la loi de Dow, pardon. Et bien tout simplement, j'avais expliqué que généralement on attendait ici, la confirmation du plus haut et qu'on attendait une structure correctrice et que dans ces structures correctrices, on attendait la sortie de celle-ci pour pouvoir entrer en position avec un, meilleur stop et pour, justement reprendre le sens de la tendance, qui est initiée ici par cette remontée. Et bien c'est le même principe que, le pullback ici. Parce que beaucoup de personnes, par sécurité, vont attendre, comme ça se passe quand même dans près de 70% des cas, eh bien, vont attendre le pullback pour pouvoir entrer en position et s'assurer que justement c'est pas une fausse cassure, un faux changement de tendance et enfin une fausse amorce de changement de tendance et que les prix bien tout simplement repartent et viennent refaire directement un nouveau plus bas. Donc attendre le pullback, c'est sur des doubles bottoms quelque chose de relativement intéressant pour ceux qui y rentrent tardivement. Alors pourquoi je dis tardivement? Parce que vous avez deux façons d'intervenir sur un double bottom et de manière générale sur les figures chartistes. La première, qui est plus conservatrice, on va dire, c'est bien d'attendre ce pullback ou la cassure de la ligne de coup et d'entrer à ce moment-là avec un stop qui est généralement un peu plus bas, généralement en dessous du chandelier qui break ici la ligne de coup, voire le précédent s'il est assez court, pour se donner une petite marge au cas où le pullback pénètre la ligne de coup avant de repartir et ne pas se faire stopper à BE. Certains utilisent même la moitié de ce qu'au final on va appeler communément ici un range, hein. Donc vous avez les prix qui vont osciller entre deux bornes et on va attendre la cassure par le haut du range créé par ces oscillations. Et bien entendu, le TP, certains mettent un TP à 50% et un autre TP à 100% et parfois même un troisième TP à 150 ou 200%. Après, ça dépend comment vous allez travailler votre trading, savoir si vous allez travailler avec plusieurs lots que vous allez déboucler de manière complète à chaque TP ou si vous allez travailler avec un seul lot que vous allez déboucler de manière partielle à chaque TP ou sur un unique TP. Donc ça après ça c'est à vous de voir en fonction de votre trading et de votre money management. La façon la plus intéressante de pouvoir travailler de manière générale les figures chartistes, c'est de travailler le deuxième creux. Donc c'est-à-dire que vous allez anticiper. Donc vous avez vu le marché qui a fait ici le premier creux, qui repart à la baisse. Et bien quand vous avez ce type de structure, vous devez être alerte sur eh bien, les différentes zones intermédiaires qui vont constituer des zones de support. Je dis ça pourquoi intermédiaire? Parce que ça se peut très bien que l'on forme une tasse avec anse, que l'on verra plus tard, et donc on va pas rechercher ce point bas là. On va rechercher une zone médiane, voire dans le tiers supérieur. Et donc vous allez rechercher un setup d'entrée sur ce deuxième creux. Et donc pour ça, vous allez utiliser des structures de chandeliers japonais, des breaks de canaux baissiers ou de diagonales de résistance, des setups de divergence qui soient entre les deux creux ou sur des creux intermédiaires ici sur la structure de prix qui descend pour pouvoir entrer en position plus ou moins quelque part ici. Et à ce moment-là, vous avez votre stop qui est légèrement plus bas ici que le premier creux et que le deuxième creux, bien souvent en dessous du plus bas des deux. Et bien entendu, votre gestion de ce double bottom est du coup complètement différente. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que comme vous entrez tôt dans le mouvement, vous avez une amplitude potentielle, si jamais il va rechercher son objectif théorique, qui est beaucoup plus grande. Donc de manière intrinsèque, vous voyez tout de suite que vous avez un risk-reward qui est beaucoup plus intéressant et qui varie souvent de 2,5 à 4. Alors que si vous entrez ici avec un stop ici en dessous, généralement il varie entre 1,5 à 2,5, 3 maximum si c'est quelque chose de relativement ample ici. Donc ça vous donne l'opportunité d'avoir un risk reward plus intéressant. Alors attention,
c'est plus risqué, puisque vous n'avez pas de confirmation de la figure. Vous entrez de manière anticipée. Donc c'est ce qu'on va appeler une entrée agressive dans la structure de prix. Qu'est-ce que je voulais dire encore d'autre? Donc ça c'était la première raison. La deuxième, eh bien c'est que si, vous devez avoir un stop, généralement il sera plus court, aussi, et donc si la figure échoue, eh bien vous allez avoir une faible perte pour, bah, toujours un gain relativement important. De manière classique, on va, lorsque l'on atteint la ligne de coup qui est une zone de résistance, généralement soit se mettre à BE, donc à break even, pour ne plus avoir de risque. Soit si on travaille avec un débouclage, partiel de ces lots, eh bien on va déjà prendre un premier profit ici. Pourquoi? Parce que vous n'avez aucune certitude que les acheteurs vont être suffisamment forts que pour casser cette zone de résistance. On peut très bien ici buter dessus et faire un double top plutôt qu'un double bottom, et ensuite venir casser la ligne de coup du double top du coup, donc double sommet, et venir la casser par le bas, et ensuite justement avoir ici ce non changement de tendance, mais avoir une zone de respiration de l'actif avant une reprise de la tendance baissière. Donc il convient généralement de prendre quelques profits quand on est entré ici sur le bas du double bottom. Si on a la confirmation de la structure et que donc on a le break, eh bien on peut attendre le pullback. Et sur la confirmation du pullback, c'est-à-dire un setup de break, de divergence interne ici de la structure baissière correctrice, break de ligne de tendance, figure en chandelier japonais, bref, votre setup personnel pour vous pouvoir entrer en position, eh bien lorsque vous avez la validation, eh bien vous pouvez prendre un renfort ici et le laisser courir pour aller rechercher l'objectif 1. Alors généralement c'est pas un renfort qui est, certains le font aussi élevé que la prise de position ici, et communément on prend de manière plus classique, pardon, 50% ici, et éventuellement on manage notre risque en mettant notre total des lots ABE, c'est-à-dire qu'on va remonter ici notre position qui est en position gagnante un peu plus haut pour avoir des gains assurés qui correspondent au stop de ce que l'on peut perdre ici si jamais la figure est invalidée. Voilà, voilà, je crois que j'ai fait le tour sur la partie théorique. Des questions jusque-là pour ceux qui participent au live? Si jamais, faut pas hésiter. On va maintenant regarder ça sur un cas pratique. Alors ici, on est sur l'action Intel, donc en journalier. On a vu les prix qui ont eu une forte chute baissière ici, qui ont créé un premier creux, et vous voyez ça correspond ici à une zone, je ne l'ai pas tracé, mais ça correspond ici à une zone de support. Donc on est venu faire un travail dessus ici, et puis hop, on est reparti à la hausse. On est revenu chercher ici avec la mèche, bon, la zone de demande de prix qui avait été créée ici par ce grand chandelier et ensuite son invalidation. Donc ça c'est un sommet en tour au niveau des chandeliers japonais, hein. Donc c'est quelque chose qu'on monte fort, on fait une stagnation horizontale et derrière, crac, on baisse très fort. Donc on est venu rechercher un peu cette zone ici de chandelier vert qui constituait le dernier chandelier haussier de la structure. Et puis on a fait une mèche dessus et on a fait un avalement baissier, et puis on est reparti à la baisse. Alors ici, tout simplement vous regardez la zone qui a été travaillée, donc ça correspond aussi à une zone un peu plus large peut-être, mais si on veut travailler vraiment le double bottom, ben, on s'intéresse premièrement à cette zone-ci, cette zone de prix dans laquelle on a fait ces va-et-vient, donc ce range entre guillemets sur une unité de temps inférieure, donc le 4 heures ou l'horaire. Vous avez ici une structure de range, vous avez d'ailleurs à l'intérieur des doubles, triples bottom décalés. Et donc on surveille cette zone de prix et on regarde ce qui se passe. Donc ici, bah, voilà, vous avez, vous notez ici un gap aussi d'accélération baissière
niveau de l'action, puis vous observez une zone de stagnation juste au-dessus de notre zone de support. Vous observez également votre oscillateur, donc moi c'est le King Div, et vous voyez que tout doucement ici on commence à dessiner une divergence haussière. Donc vous attendez confirmation, et ici la confirmation elle est donnée par ce magnifique chandelier vert qui casse à la fois le range de prix qui était ici, qui valide le setup de divergence haussière qui s'est produit sur la zone de support potentiel du double bottom. Et vous avez la cassure qui se fait avec un gros chandelier vert, donc un beau Marubozu. Donc là, ni une ni deux, si vous travaillez les figures chartistes, c'est une entrée potentielle pour travailler un double bottom qu'on appelle décalé. Pourquoi? Parce que vous avez le deuxième creux qui est légèrement plus haut que le premier. Pardon. Alors ça c'est intéressant, pourquoi? Parce que ça dénote déjà une faiblesse au niveau des vendeurs, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi à aller rechercher cette zone basse là, à la tester et à tenter de la fracturer. Donc ça dénote déjà une faiblesse au niveau des vendeurs. Donc pour la structure de tasse avec anse, vous en avez une là d'ailleurs, j'aurais pu la noter. Tasse avec anse, c'est un grand creux avec un petit creux juste après. Donc là, vous avez une double figure chartiste imbriquée l'une dans l'autre. Et donc ça dénote, au plus on, on échoue entre guillemets à descendre et aller rechercher cette zone, au plus ça montre une faiblesse des vendeurs, et donc au plus vous avez la possibilité d'avoir une réaction haussière assez intéressante. Alors ici, qu'est-ce qui s'est passé? Bon voilà, on rentre en position ici, on a notre stop qui est généralement soit en dessous de celui-là pour les plus agressifs, soit en dessous de celui-ci pour ceux qui veulent laisser un peu plus de latitude à leur trade, parce que on n'est pas à l'abri que le marché fasse une petite correction, revienne tester la zone avant de repartir, hein. Il faut faire attention aussi quand on rentre de manière assez tôt dans le mouvement, parce que ici finalement on se retrouve à 50%, donc en plein milieu du range potentiel, donc c'est pas non plus une zone idéale pour rentrer dans un range. Généralement on travaille plutôt la borne basse. Bon, ici on a eu plein d'éléments techniques qui nous ont permis de mettre des probabilités sur notre entrée. Donc ici on laisse les cours travailler, on a un pullback, non c'est un throwback pardon, puisqu'on est à la hausse, puis une correction, puis hop, un premier test ici avec une longue mèche sur la zone de coup. Et donc vous voyez ici c'est une zone, hein, parce qu'on avait fait une mèche ici, on a fait un lavalement baissier, donc on a eu cette zone de prix là qui est indécise. Donc là, sur le fait que vous voyez qu'on n'arrive pas à passer, qu'on prend une mèche et qu'on réintègre la zone de coup, ça doit vous inciter au moins à vous mettre ici à BE, voire à prendre quelques bénéfices. Et puis vous laissez courir le solde. Si vous preniez habituellement un tiers, peut-être qu'avec cette longue mèche, vous serez plus tenté de prendre 50% par exemple. Parce que c'est pas un bon signe malgré tout. Et juste après, vous avez un gros chandelier qui vient la casser, la fracturer. Bon, on casse pas le plus haut qui a été donné par la mèche ici, mais vous avez une forte augmentation des volumes. Donc ça, c'est quelque chose de relativement important comme signe. Derrière, on s'extrait de la zone de coup, on vient buter ici sur cette zone de résistance ici. On fait le pullback et puis derrière on vient la casser, on refait le pullback sur cette zone-ci et puis derrière on part et on vient rechercher ici l'objectif théorique des 100% d'amplitude en partant ici de ce point bas là, jusque quand c'est une zone de coup, moi je prends le milieu de la zone, je prends pas forcément la mèche, je prends le milieu de la zone pour tout simplement se garantir un petit delta. Parce que parfois, vous allez avoir les prix qui vont s'arrêter juste avant, et puis après, ils vont repartir comme ici.
Donc là, on l'a eu tout juste avec une mèche, mais on aurait pu très bien s'arrêter là, stagner ici et puis redescendre. Donc il ne faut pas non plus être trop gourmand. Et à ce moment-là, il faut regarder un peu ce que vous avez comme structure. Donc ici, on retrouve par exemple un sommet en tour. Vous avez ici une forte hausse relativement raide. Vous avez une stagnation en partie haute de manière horizontale. Et derrière, boum, derrière. En plus avec un gap baissier. Au pire, si vous étiez encore dedans à ce moment-là, avec le gap baissier ici, vous deviez prendre vos bénéfices ici. Donc ça, c'est pour la partie analyse. Oui, ici en dessous, donc j'avais mis achat. L'achat se faisait ici à 47,80. Vous aviez votre stop loss à 43. Donc là, je l'avais mis à 43,50. Donc c'était ici en dessous du deuxième creux. Donc ça faisait un delta de 4,30 $. Vous avez un premier objectif qui est la zone de coût à 54,30 $. Donc ça vous faisait 6,50 $ de variation, donc soit un risk reward de 1,5. Donc vous voyez, vous avez déjà un risk reward supérieur à 1. Si on était ici en dessous, bon, on aurait été pile poil autour de 1, donc bon, c'est déjà pas mal. Ensuite, vous avez le deuxième objectif qui est l'objectif théorique qui était ici à 67,70. Donc ça vous faisait un delta de 19,80 $, soit un risk reward de 4,6. Et donc ça, quand vous travaillez vos figures chartistes, c'est important de faire ce calcul-là. Pour savoir, donc vous pouvez le faire à l'avance, hein, vous dites ok là j'ai une stagnation, à force vous allez anticiper les choses, vous allez dire voilà si j'achète plus ou moins dans cette zone là, après le break de cette zone de résistance et le comblement de ce gap là aussi, hein, parce que bon il faut raisonner avec les gaps au niveau des actions, eh bien vous anticipez et vous faites ce calcul là avant. Et donc vous savez si vous avez un intérêt à rentrer. Parce que parfois, bon bah la structure sera trop petite et puis vous aurez un risk reward de 2. Bon bah voilà, faut peut-être pas mettre son énergie sur ce type de structures qui ont un potentiel plus faible, alors que ailleurs, si vous avez du capital à investir dans une opportunité qui peut vous apporter plus de rendement, bah, bien entendu, faut pas hésiter à la choisir. Ensuite, eh bien, on a la structure opposée. Donc vous allez avoir ce qu'on appelle les doubles tops. Donc c'est le même raisonnement mais inversé. Je ne sais pas si j'ai un exemple. Bon, ici on dit juste que voilà, ça réussit à 83% des cas. Donc une fois que vous avez le break, vous allez avoir une continuation baissière dans 83% des cas et un échec ou un retournement dans 17% des cas. Ensuite, sur le titre Cisco en journalier. Alors ici, vous avez un double top qui est particulier. Bah, forcément, je ne vous ai pas choisi des exemples tout simples, hein. J'ai voulu justement prendre des exemples qui aient un côté technique relativement intéressant, hein, parce que bon bah voilà, vous avez une longue session haussière. Vous voyez d'ailleurs la moyenne mobile 15 périodes exponentielles qui fait support pendant toute la hausse. Puis vous avez toute une série de setups de divergence ici qui finissent par être validés. Hein, parce qu'on vient breaker la ligne de tendance. Bon, ici on a fait un premier test avec une mèche, on remonte, et puis là derrière, boum, c'est ce chandelier là qui lance la validation de la baisse correctrice ici, qui va venir rechercher, donc je vous le disais, des zones de support intermédiaire. Donc ici vous avez ce range-ci qui a été retesté à ce moment-là. Donc là, après, vous observez les prix qui montent, qui descendent, qui montent, qui descendent, qui remontent. Et puis là, bah, vous savez tracer ici votre biseau. Donc ça, c'est une structure chartiste que l'on va voir plus tard. Donc c'est une structure en biseau, donc une structure de compression qui a vocation statistiquement à se casser par le bas. Donc c'est un très bon signe. Parce que vous avez ici un premier top, vous avez un deuxième top qui est légèrement décalé, qui est un peu plus haut, donc vous voyez on reste dans une proportion raisonnable, c'est pas exagéré. Et puis vous avez sur ces niveaux hauts là, vous avez une divergence qui apparaît sur votre oscillateur.
Donc vous pouvez également avoir une divergence ou une stabilisation au niveau des volumes qui apparaissent sur les deux sommets. Et puis derrière, ben, à nouveau, ben, on attend tout simplement la validation de la divergence et la sortie éventuelle du biseau par le bas. Alors vous aviez ici une ligne, parce que vous pouvez travailler ces types de structures sur des unités de temps plus courtes après, hein. Donc vous travaillez votre, biseau journalier, mais vous allez sur l'horaire par exemple pour pouvoir entrer en position. Donc comme ça vous pouvez éventuellement encore rentrer de manière un peu plus, tôt dans la, structure, donc avoir encore une meilleure gestion du risque. Et bah, ici vous aviez une ligne de tendance qui passait par ces points bas-ci, ces points bas-là, ce point bas-ci, et puis vous aviez une première validation sur ce chandelier là, ce gros Marubozu ici. Le problème avec ce Marubozu là, c'est qu'il est en plein sur la ligne de support journalier. Donc malheureusement dans ce cas-ci, rentrer un peu plus tôt, bah, c'était pas l'idéal au niveau sécurité, parce que vous pouviez très bien avoir un rebond et aller rechercher une dernière fois la borne haute, ou voire créer ici carrément un double top journalier avant de baisser. Donc ici, ça demandait confirmation. Donc d'ailleurs, on a un chandelier vert, donc on a une tentative de rebond, et puis derrière, vous avez l'échec. Vous avez l'avalement sur le premier chandelier et la confirmation sur le deuxième. Donc vous pouviez rentrer à la baisse ici avec un stop ici au-dessus. Donc en gros, vous rentriez à la vente à 52,60 $ avec un stop loss à 55,60, donc un delta de 3 $. Donc après, voilà, si vous voulez par exemple risquer maximum, je sais pas moi, on va simplifier les calculs, 300 € sur ce trade, eh bien vous deviez vendre 100 actions, parce que vous faisiez 300 $ divisé par 3 $, ça faisait 100 titres à la vente sur Cisco. Et ensuite, eh bien, vous observez ce que les prix font. Donc, bon, bah voilà, on vient tester ici la zone de coup. Zone de coup, pourquoi? Parce que vous avez ici un double test qui correspond à nouveau toujours à ce range là qui a été testé. Donc, on tente une fracture et puis on le réintègre. Bon, bah là, si vous n'aviez pas pris vos bénéfices ici sur la touchette, on va dire, de la zone, eh bien, vous pouviez en prendre un petit peu au moment où vous aviez la pénétrante. Donc vous avez ce gros chandelier vert ici de contre-attaque, toujours sur cette zone de support chartiste. Eh bien vous pouviez éventuellement soit vous mettre à break-even, soit eh bien tout simplement prendre une première partie de vos bénéfices et puis laisser travailler les prix. Qu'est-ce qui s'est passé ici ensuite? Eh bien derrière on a fait boum, une grosse baisse. Donc vous avez eu ici donc la grosse baisse, puis vous avez eu ici le pullback sur la zone de coup, et puis bon bah ça a travaillé difficilement et on est venu chercher eh bien de manière assez lente, tout simplement ici la zone d'objectif théorique qui était donc le 100% depuis ce point en haut là jusqu'au milieu de la zone de coup ici. Si vous prolongez la ligne, eh bien vous voyez qu'on est venu rechercher cette zone-ci au niveau travail. Donc on est venu prendre appui sur cette zone chartiste là. Donc si vous aviez tracé vos différentes zones de support, bien tout simplement vous auriez vu que votre objectif se trouvait à proximité de cette zone là. Donc c'est quelque chose d'important aussi à prendre en compte, parce qu'on aurait très bien pu s'arrêter ici, parce que voilà, ça correspondait par exemple ici à cette zone de support là qui était un peu plus basse, et eh bien il fallait pas hésiter à prendre au moins une deuxième partie de vos bénéfices sur cette zone là. D'ailleurs vous auriez pu le faire également ici, voyant que on venait la retester avec des mèches. Et bien voilà, c'est marqué tout simplement une zone de réaction au niveau des prix que les vendeurs n'arrivaient pas à enfoncer. Donc vous aviez les acheteurs, vous aviez du volume acheteur qui était présent ici. Donc alors pas forcément besoin de travailler avec le market profile ou ce genre d'outils pour savoir qu'il y a des acheteurs qui sont présents ici. Il suffit de regarder les zones de demande de prix avec les chandeliers, avec les mèches et ce genre de choses. Le fait d'avoir les volumes en dessous, bah, ça vous confirme éventuellement que il y a beaucoup de présence, pas beaucoup de présence,
une présence moyenne, mais vous savez déjà déterminer à l'œil les zones sur lesquelles vous avez des volumes qui sont présents. Donc le TP1, ligne de coup, c'était 48,3, ça vous donnait un delta de 4,3 et donc un risk reward de 1,4. Et le TP2 théorique, c'était 41,90, ça vous faisait 10,70$ de delta et donc un risk reward de 3,5. Et pour terminer, d'ailleurs comme je l'ai fait hier ou avant-hier, je ne sais plus, j'avais présenté le titre Apple, donc on va aller voir ensemble un peu ce qu'il a fait aujourd'hui, donc en journalier. Où, eh bien, tout simplement, on est en droit de se poser la question s'il ne va pas y avoir un double top ici sur cette action. Sachant que voilà, on est déjà venu tester une première fois cette zone de demande. On peut très bien encore ici refaire un plus haut, faire un double top décalé avant d'aller rechercher la zone de ligne de coup. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en termes héliotistes, voilà, ça fait une baisse, une stagnation, une baisse, donc c'est 3 temps. Pour l'instant ici on a une hausse, une baisse et une hausse qui est moins pentue que la première. Elle est plus longue mais elle est moins pentue. Donc ça traduit quand même une petite faiblesse au niveau du momentum. Et donc c'est pas impossible étant donné qu'en plus si on a un setup de divergence, et bien que cette faiblesse marque tout simplement ici une nouvelle structure en 3 temps A, B, C. Et donc derrière, soit on travaille un flat et on a quelque chose d'assez impulsif en 5 temps, qui vient fracturer la ligne de coup, soit on a de nouveau une structure en 3 temps qui est un peu plus lente et qui va venir eh bien tout simplement un peu plus bas également. Donc si on devait rentrer ici à la baisse, c'est dans une zone quelque part par là, puisqu'on a notre canal haussier en pointillé noir, on a notre double ligne de support haussier ici. Donc on va attendre de fracturer cette zone pour valider le setup de divergence et donc une accélération potentielle à la baisse pour valider ce double top. Et donc si on rentre quelque part par ici, on a plus ou moins 15,20$ de stop loss, 22 pour le TP1 et 57 pour le TP final. Donc vous avez de nouveau, je vais faire 22 divisé par 15.2, vous avez un risk reward de 1,4 pour le premier objectif et 57 divisé par 15.20 et de plus ou moins 3,6 si j'enlève les frais sur l'objectif théorique. Et voyez qu'à nouveau si vous prolongez la ligne, vous venez chercher ici cette zone, oups pardon, tellement l'habitude d'être sur des graphiques, sur cette zone ici de support chartiste. Donc alors on va juste aller voir Apple. Lequel je vais prendre, un que j'aurais pas voir. Non, attendez, je vais aller le chercher directement, ce sera plus simple. Hop, Apple, toute session. Viens ma petite. Ah bah voilà, journalier. Ah bah vous voyez que ici pour l'instant on attaque la première borne basse à la baisse et puis idéalement il faudrait casser ici ce plus bas au niveau des 126,20, voire même fracturer cette ligne bleue ici pour pouvoir commencer à entrer en position sur ce double top potentiel. Donc voilà, à surveiller pour plus tard. Alors, des messages non lus. Ah oui, c'est le robot qui fait son bilan de la journée qui était une catastrophe. Donc voilà pour le double top. Non, vas-y. Oui. Oui.
Oui. Ici. Alors, plusieurs choses. Attends, je vais me remettre comme ça parce que je vais peut-être essayer de tracer des éléments pour appuyer ce que tu veux montrer. Voilà la ligne dont tu parles, je pense. Alors, deux choses. Si on oublie la partie du graphique qui est à droite et qu'on se positionne ici, donc dans un premier temps, ici tu as une réaction qui est fortement impulsive haussière. Alors ça c'est pas agréable à voir si tu commences à chercher un double top ou un double bottom. La seule chose que tu peux anticiper dans ce cas-là, c'est non seulement le fait que tu as toujours ton oscillateur qui est très bas, et donc tu peux espérer une hausse et un setup de divergence qui va te donner un peu plus de poids pour pouvoir vendre cette forte impulsion. Soit tu dois anticiper ce qu'on appelle un double top en Adam et Ève, c'est-à-dire avec un premier top arrondi et un deuxième en fait en V-top. Donc c'est-à-dire forte hausse et derrière forte baisse. Un peu ce qui a commencé à se déclencher ici en fait. Donc dans ces cas-là, tu dois dans tous les cas non seulement observer les éléments journaliers, donc ici tu avais effectivement des chandeliers d'hésitation qui arrivaient après ce gros chandelier à grand corps. Et donc comme tu vois des chandeliers journaliers qui hésitent, à ce moment-là tu dois descendre sur l'horaire et ou voir le H4, après ça dépend ton unité d'intervention, et tu dois regarder les setups qui se présentent du coup. Parce que tu es quand même sur une zone ici de résistance potentielle. Donc effectivement, tu aurais pu avoir un double top décalé à ce moment-là. D'ailleurs, ceux qui travaillent les figures chartistes, certains auront dû rentrer sans doute à l'intérieur, donc ou à la clôture de ce chandelier-ci, qui quand même avale. Donc si je vais essayer de zoomer un peu. Je sais pas si la résolution sera très bonne. Ouais, si ça va. Donc en fait, si tu veux, ici tu as une toupie, tu as un marteau, tu as une tentative d'extraction de cette zone de congestion ici avec un avalement haussier, et puis derrière tu as un gap baissier qui est comblé, qui vient faire un double top, donc ce qu'on appelle un sommet en pince, ici en chandelier japonais. Et derrière tu as une grosse bougie rouge avec une clôture en extrême qui va avaler 1, 2, 3 corps précédents. Ça, même en journalier, ça peut être un signal que certaines personnes vont prendre pour pouvoir vendre ce double top décalé potentiel. Mais donc, même si tu es rentré ici, à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Tu as ton stop qui est soit ici au-dessus, soit ici au-dessus si tu veux lui donner un peu plus de latitude. Et tu observes ce qui se passe. Donc bon ici la journée suivante, boum, une grosse rouge, ça hésite, une grosse rouge qui avale le précédent, une grosse rouge, ça hésite, une grosse rouge. Voilà, quand tu vois la toupie qui vient se former sur ta zone de coup, bien à ce moment-là, tu es à break-even, tu as pris une partie de tes profits éventuels, et puis tu laisses le marché travailler. Du coup, voilà, c'est un setup de double top potentiel qui a fonctionné en partie. Et c'est là où c'est plus intéressant d'essayer de rentrer relativement tôt dans ce type de figure chartiste, parce que la personne qui va rentrer sur le break ici, parce que c'est un gros chandelier après une grosse baisse, elle se dit ah ouais super. Le problème c'est que il te reste pas grand chose avant ta ligne de coup. Ta zone de coup, pardon, qui reste une zone de support. Donc tu peux plus rentrer ici. C'est trop tard. Tu dois être patient et tu dois attendre la validation de ton double top en Adam et Ève avec un break de ta zone de coup, et là à ce moment-là tu dois attendre le pullback et tu dois rentrer sur le pullback à la vente. Comment? Parce que je t'entends pas très bien en fait.
Ah oui, oui, c'est ça le souci, avec ce type de structure quand elles sont, relativement grandes, c'est que au plus tu rentres tard, au plus ton stop sera, élevé. Ici, oui, si tu devais placer un stop, il se trouve là-haut, quoi. Donc même si tu vas rechercher ton objectif, tu es juste au-dessus de 1 en termes de risk reward, donc c'est pas bon. Tu prends trop de risques. Hop là. Ah bah, allez, 5 minutes de pause et puis, le temps que j'aille chercher un verre d'eau. Eh bien alors on va reprendre, alors la figure suivante, eh bien c'est la petite sœur. C'est le, triple bottom. Alors, bah, tout simplement qu'est-ce que l'on va avoir? Beh, c'est cet échec là sur la ligne de coup, dont je parlais tout à l'heure et vous avez, bah, les acheteurs qui sont pas suffisamment forts, pas suffisamment présents que pour, casser donc cette zone de support et donc vous avez les vendeurs qui reprennent la main et puis, bah, au fur et à mesure, vous avez les acheteurs aussi qui liquident leur position. Ce qui mécaniquement fait, baisser les prix. Et si vous regardez les volumes, bien souvent vous allez avoir, une augmentation des volumes à proximité du troisième creux, qui va permettre la relance à nouveau, des acheteurs. Donc vous avez les acheteurs qui vont arriver en masse, puisque bon, c'est la troisième fois qu'on vient tester le support, donc voilà, cette fois-ci ils se disent: «OK, on va y aller, on va bourrer dedans». Et ils sont présents et donc de nouveau ils font remonter les prix et là vous avez les vendeurs qui étaient déjà, on va dire, comment, affaiblis par le fait, enfin affaiblis psychologiquement par le fait qu'on les ait déjà repoussés une première fois. Donc là, ils sont encore un peu moins chauds. C'est plus une baisse mécanique, puis là vous avez les volumes qui commencent à rentrer, vous avez, éventuellement des nouveaux setups de divergence qui se forment. Donc généralement vous allez avoir ici une première divergence là et puis une deuxième divergence qui va suivre. Et du coup, bah, les vendeurs qui sont rentrés là, bah, vont complètement partir, donc vous allez avoir, cette remontée qui va se refaire de manière, relativement forte. Vous allez avoir le break, donc c'est de nouveau, un peu les mêmes consignes que pour le double bottom ici, au niveau du break, le pullback. Et donc dans ces cas-ci, vous avez 66 de sortie haussière, 70 de pullback. Vous avez, assez souvent, bah, le troisième creux ou bottom qui est moins profond. Ou plus profond, donc c'est-à-dire qu'il s'arrête pas pile poil, sur la ligne, ici généralement et il s'arrête un peu plus avant ou un peu plus après. Heu, bon, je vais pas parler de l'Elliott, hein, mais à nouveau, c'est juste que ça, c'était une structure, de vague B ou de vague 4 et puis là, on a fait la vague 5 qui a légèrement débordé ou qui a été tronquée et puis derrière, hop, on est reparti à la hausse. Et voilà, donc ici il indiquait que, vous avez une reprise des volumes, par rapport au deuxième creux, ici, sur le troisième. Alors, est-ce que j'avais un exemple? Oui, j'avais un exemple ici. Alors, l'IO, on entend la télé derrière. Merci. Alors ici, vous aviez, donc cette zone qui a été définie, donc vous avez, le 1er creux qui est formé ici. On vient buter sur cette zone de demande des prix. Vous avez ici une stagnation, puis vous avez un deuxième test de la zone basse, donc double bottom. Vous avez un affaiblissement ici au niveau des volumes. Et vous n'avez pas de setup de divergence ici par contre, au niveau de l'oscillateur, donc ça n'arrive pas tout le temps. Vous avez ici un troisième test, parce qu'on avait un ici, un là, enfin ou deux petits ici et puis un troisième là, de la zone haute. Et puis derrière, hop, le troisième test de cette zone de support. Et vous avez ici une augmentation des volumes en moyenne par rapport au troisième creux. Alors je vais rezoomer peut-être, hein, puisqu'ici c'est un peu petit. Voilà. Et hop. Et donc ici sur votre zone de support, qu'est-ce que vous observez? Donc ici c'était l'action, je ne sais plus, tant pis, on verra après, mais c'est une action. Et donc vous avez ici un gros chandelier rouge.
par rapport au précédent. Vous avez ici un gap baissier, et puis derrière vous avez 1, 2, 3, 4 toupies. Donc 4 toupies d'hésitation avec des volumes qui redeviennent plus importants. Donc ça veut dire qu'il y a les acheteurs qui se manifestent, et ça travaille fortement cette zone. Et puis derrière, boum, vous avez un gap haussier, donc les gaps restent ouverts, ça c'est important. Et puis vous avez un beau chandelier vert qui valide en fait une structure qu'on appelle en île de retournement, ou en quadruplé abandonné, si vous travaillez la terminologie des chandeliers japonais. Donc vous avez ces 4 toupies là qui sont toutes seules, parce que vous avez un gap avant, un gap après, les gaps sont restés ouverts. Bon, ici on n'avait pas le break de la ligne de tendance baissière, donc il fallait attendre un peu la confirmation avec ce chandelier là pour pouvoir entrer en position. Et donc là à ce moment là vous avez de nouveau un gap d'accélération, on vient casser la zone de coup, et en fait on fait absolument pas de pullback sur cette zone. Donc on part tout de suite. Et on va rechercher ici donc les 100%, donc ça faisait un risk reward de 2,5 par rapport au stop loss. Vous aviez un risk reward de 1 par rapport à la zone de coût. Puis voyant la force de la structure, vous n'êtes pas obligé de vous contenter du 100% de l'amplitude du range ici, parce que c'est clairement un range de latéralisation de recharge avant une reprise de la tendance principale. Hop, je vais dézoomer un peu. Voilà, et derrière, tout simplement, vous pouvez aussi, si vous l'avez remarqué, bon, on le verra plus tard, ici j'ai marqué figure en triple bottom ou en fanion. Donc un fanion, c'est quoi? C'est une hausse, et puis c'est un range ou un triangle, ou enfin un biseau descendant. Et derrière, vous prenez en fait comme objectif de ce type de figure chartiste le plus bas qui lance la tendance, et vous l'appliquez ici au plus bas du range, et puis hop, vous avez ici votre objectif en fait qui était la ligne rouge. Et donc vous pouviez laisser un peu plus d'amplitude dans ce cas-ci à votre trade pour aller rechercher cette zone-ci qui vous donnait un risk reward de 4,3. Hop, ensuite vous avez là la même figure mais à l'envers, donc c'est le triple top ou le triple sommet. Donc à la différence ici sur le sommet, on va pas attendre une augmentation des volumes sur le troisième creux, hein. Vous voyez qu'ici on attend plutôt, comme sur le double top, on attend plutôt une reprise des volumes sur le creux qui va amener le pullback avant la reprise baissière. Donc là vous avez une décroissance au niveau du volume qui se fait au fur et à mesure sur les creux, ou au pire une stagnation, quoi. Mais vous n'avez pas une augmentation des volumes à chaque fois, donc ça c'est un peu dangereux. Donc vous avez 85% de poursuite baissière une fois que vous avez breaké la ligne de coup. Vous avez 84% de pullback, donc c'est très intéressant d'attendre le pullback sur ce type de structure si jamais vous travaillez uniquement après validation. Si vous attendez ici, si vous travaillez la structure depuis la borne haute, voilà, si vous attendez le pullback, c'est soit pour descendre votre gain latent sur une zone ici ou au-dessus du plus haut fait par le pullback, soit c'est pour prendre un renfort et moyenner en fait votre position globale pour pouvoir aller rechercher plus de gains sur l'objectif théorique. Ok, tout ça a été dit. Alors ça j'ai pas forcément cherché des exemples non plus pour toutes les figures, mais vous comprenez un peu la dynamique à rechercher ensuite. Alors ici on va travailler ce qu'on appelle le rounding bottom, ou poil à frire. Donc qu'est-ce que c'est? Vous avez ici une tendance haussière, puis elle va s'affaiblir tout doucement, et puis vous allez avoir un creux qui va se former. Et donc ça peut être quelque chose d'assez raide, puis une stagnation plus ou moins horizontale, et puis tout d'un coup on redémarre assez fort, et donc au moment du redémarrage
ou du range qu'on aura pu observer ici, ou d'une divergence qu'on aura pu reconnaître, pardon. On va essayer de rentrer quand même de manière assez tôt dans ce type de structure. Parce que souvent le risk-reward sera pas non plus énorme, ça va pas être un gros creux, ça va être quelque chose d'assez assez long, étendu, plat. Et donc on va, comme pour les autres, attendre la cassure de la ligne de coup pour valider la figure. Et dans 86% des cas, eh bien, vous avez une sortie haussière et une reprise de la tendance précédente. Et dans 14% des cas, eh bien, vous avez un échec sur cette ligne de coup. Et donc on va aller rechercher la zone travaillée ici. Et c'est dans ces cas-là qu'on va former par exemple un double bottom en EVE. Donc la partie EVE, c'est la partie la plus arrondie de la structure, et la partie la plus pointue, bien entendu, c'est celle qui est nommée Adam. Et donc c'est souvent dans ces cas-là où on va avoir un double bottom en Adam et Ève, et puis derrière vous allez partir à la hausse. Donc comme ici ces figures, ces statistiques ont été étudiées sur des actions, et bien vous avez des durées moyennes en termes de mois pour la réalisation de cette structure. Donc après, voilà, considérez plus ou moins un certain laps de temps en fonction de l'unité de temps sur laquelle vous travaillez. Si ça s'éternise de trop, ça devient lourd. Si c'est trop court, bon c'est que c'est pas forcément un creux en poil à frire. Alors celui-ci, il y a un exemple. Donc ici vous avez vu qu'il y avait quelque chose de relativement pointu. C'est le fameux V-bottom qu'on verra après. Et puis derrière, bon, on a à nouveau un échec ici sur cette zone de coup. Et puis qu'est-ce qu'on fait derrière? Bon, on fait ce creux en poil à frire. Et donc, bon, moi c'est ce que j'appelle en une tasse avec anse viking. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de relativement pointu, et puis vous avez la anse pour boire. Allez, hop. Et puis derrière, voilà, vous avez ici, par exemple, pour cette figure-là, vous aviez eu ici cette zone de stagnation, et puis derrière, vous avez ce gap qui arrive juste après, qui peut être un élément déclencheur chez certains traders pour pouvoir prendre position dans ce type de structure. Bon, après, vous voyez que voilà, il valait peut-être mieux attendre justement le retour sur ce gap. Vous aviez un chandelier d'hésitation, un gap ici entre ces deux chandeliers qui étaient baissiers, et puis hop, on remonte tout. Donc c'est ce qu'on appelle une pénétrante, et d'ailleurs ici on avale pardon, le corps du chandelier précédent. Et donc ça, c'était déjà un signal beaucoup plus fort, même si on n'a pas encore réussi à casser cette zone de support résistance. Mais par contre, le range qui avait été formé ici a été réintégré. Bon, après voilà, vous pouvez trouver à boire et à manger dans ce type de zone. Votre stop, ici, il est soit ici en dessous, soit là en dessous, et donc vous avez un risk reward à nouveau de 1 plus ou moins pour aller rechercher la ligne de coup, et de 3 pour aller rechercher l'objectif théorique qui à nouveau. Alors là, vous en aviez deux possibles, hein. Soit vous aviez celui du rounding bottom, où vous alliez rechercher votre premier objectif qui se trouvait ici. Et pour les plus gourmands, c'est pas encore fini, hein. On est sur quelle action ici? Procter & Gamble. Donc voilà, le V bottom a été validé aussi, donc si vous prenez l'amplitude, vous n'avez pas encore atteint l'objectif du V bottom. Hop là. Ensuite, vous avez la même chose, mais c'est ce qu'on appelle un rounding top. Donc c'est-à-dire que vous allez avoir ici une tendance avec une ligne de support haussière, et puis tout d'un coup vous allez avoir un enflement, une bulle qui va venir ensuite reprendre appui sur cette ancienne ligne de tendance, et qui va en fait relancer la tendance précédente, mais de manière plus dynamique qu'avant.
Et donc ben pareil, hein, là vous prenez la distance du point le plus haut jusqu'à votre ligne de tendance, vous la reportez au-dessus et vous avez votre objectif théorique. Et donc dans 61% des cas, vous avez un retournement haussier qui va relancer la hausse et faire un plus haut ici dans la structure, et 39% des cas, vous allez avoir tout simplement un échec et une cassure avant une reprise de la baisse. Je n'ai pas d'exemple de mémoire sur cette structure, c'est ça. Bon, la vidéo fait déjà 1 heure, vous voyez, j'ai encore tout ça de slides à voir sur différentes structures chartistes, donc à mon avis on va couper la session en 2. Bon, je vais voir un peu où j'arrive ensuite avec les V-bottom et les V-top. Donc ici vous avez ce que je vous ai déjà montré sur des graphiques, vous avez le V-bottom, donc c'est-à-dire que vous avez ici une zone de support qui casse tout d'un coup de manière assez forte. Souvent vous avez une accélération de volume aussi, c'est ce qu'on va appeler des volumes d'épuisement, donc ça va être une structure d'épuisement, donc vous allez avoir de forts volumes ici, et puis derrière on a une contre-attaque. Pourquoi? Parce que les vendeurs ont donné tout ce qu'ils avaient comme jus, puis on est arrivé sur une zone de support chartiste, et puis vous avez les acheteurs qui ont commencé à opposer de la résistance, et comme les vendeurs ont plus de jus, eh bien les acheteurs absorbent toutes les ventes et commencent à remonter, et à ce moment-là vous avez une prise de profit massive des vendeurs qui étaient rentrés ici, et donc vous avez une remontée mécanique des prix qui se fait de manière tout aussi violente. Vous avez donc ici votre ligne de coût, et bien entendu, une fois que vous l'avez cassé, votre objectif théorique, c'est le report à la hausse. Salut Nino! Alors juste pour info, on t'entend. Donc si jamais tu sais juste mettre le micro en pause et le rallumer quand éventuellement tu veux prendre la parole pour poser une question, il n'y a aucun souci. Si jamais tu sais pas couper ton micro, je peux toujours te mettre en muet. Parce que je sais que parfois certaines personnes ne savent pas éteindre leur micro, donc chez toi ça marche. Ok. Donc voilà pour la partie théorique ici du V-bottom. Ah oui, voir Dow Jones 10 000 ticks. Ok, où est-ce qu'il est, j'ai pas eu le temps de préparer tous les slides. Hop. Celui-ci, voilà. Alors on est en... bah non, c'est en journalier en fait, c'est pas en 10 000 ticks. Je pensais que j'étais en 10 000 ticks. Bon, bah c'est en journalier. Vous voyez que vous avez ici cette partie de ce truc-là, structure. Il y a quelques sons qui sont restés coincés dans ma bouche, qui reprennent une baisse relativement importante. Et puis derrière, vous travaillez bien tout simplement cette zone de support chartiste ici, qui est également une zone de support mensuel en marron pour moi. Et puis derrière, vous avez ici une toupie, un marteau, et derrière, boum, un gros avalement haussier. Ça, en journalier, c'est un signal d'achat pour tout simplement soit le double bottom décalé qui est ici, soit le V bottom qui est là. Et derrière, vous avez ici, donc vous voyez, vous n'avez pas forcément non plus de divergence au niveau de l'oscillateur. Ici, je vais peut-être essayer de rajouter les volumes. Bon, après, ce sont des volumes CFD, hein, mais on va voir une fois ce que ça donne. Volume. Ici, vous avez des volumes qui sont, par rapport à celui-là, bon, vous avez des volumes qui sont légèrement en hausse. Bon, c'est pas non plus la folie, mais vous voyez que bon, ces derniers chandeliers-ci, chandeliers-là, vous avez des volumes qui sont en hausse dans la baisse, et puis ça me nuise après dans toute la montée du V-bottom. C'est un peu le type de structure de volume que vous allez pouvoir retrouver dedans, dans ce type de structure chartiste. Non, je voulais les... Hop là, voilà. Alors derrière ici, donc vous avez votre zone de coût, on vient la casser, et puis derrière on vient faire le pullback, on travaille la zone, et puis depuis on est là-dedans, donc j'ai pas corrigé celle-là. Mais enfin,
Voilà. Et donc si on devait rechercher l'objectif théorique de ce V-top, pardon, V-bottom, donc ici moi je prends généralement la moitié, et puis on va rechercher les 100%, vous voyez on n'est pas encore arrivé aux 100% de l'objectif. Bon après ensuite je vais pas rentrer dans l'analyse du Dow Jones, mais voilà, il y a des choses intéressantes à dire sur l'analyse du Dow Jones avec le chandelier d'aujourd'hui. Des questions sur le V-bottom? Bon après j'accélère un peu, hein, puisque comme les premières figures étaient très détaillées, vous comprenez maintenant un peu la mécanique que vous allez retrouver un peu derrière toutes les structures chartistes. Vous avez ici l'inverse, donc ce qu'on va appeler le V-top. Donc c'est le même principe, augmentation des volumes, et puis tout d'un coup une baisse avec un retournement baissier, une fracture de la ligne de coup, le pullback, et l'accélération pour aller rechercher l'objectif théorique. Est-ce que... Non, pas d'exemple. Bon, c'est le même mais inversé. Alors, une autre structure qui est très regardée sur les marchés, sur les différents actifs, c'est ce qu'on va appeler l'épaule, tête-épaule, communément noté ETE. Et donc vous allez ici avoir tout simplement les prix qui vont monter dans une tendance haussière. On va atteindre une zone de résistance qui va faire refluer les prix jusqu'à une zone de support précédent. Donc ici vous allez avoir un pic de volume et un creux, puis vous allez avoir une reprise haussière avec une fracture de cette zone de résistance ici pour faire un nouveau plus haut, aller rechercher éventuellement une zone de résistance précédente. Donc au niveau de la loi de Dow, eh bien, on continue la tendance haussière. Et puis tout d'un coup vous allez avoir ici une chute des prix qui va venir retester cette zone de prix ici. Alors ici on la représente de manière horizontale, parfois elle peut être légèrement ascendante et parfois légèrement descendante, comme montré tout à l'heure ici sur le Dow Jones 2500 ticks. Vous voyez la ligne de coup en fait est légèrement baissière, et vous voyez où on s'est arrêté avant la clôture, sur la parallèle ici. Donc ça c'est la structure épaule, tête, épaule inversée. Donc il faudra voir si dimanche soir à l'ouverture du CFD, on a notre petit ami Dow Jones ici qui ouvre sur ces zones là et qui repart à la hausse à l'attaque de cette zone de prix. Hop. Et donc ici vous allez avoir une reprise des acheteurs sur ce niveau, qu'on va donc définir comme étant la ligne ou la zone de coup, une reprise, et puis eh bien, on va venir buter généralement sur la zone de résistance qui aura été définie par la première épaule, donc ce qu'on appelle l'épaule gauche, l'épaule droite. Parfois on peut avoir une double tête dans des variantes, et parfois on peut avoir des doubles épaules avec une tête centrale. Et puis donc voilà, vous avez quelques variantes à cette structure. Et donc ici, on va toujours observer une baisse des volumes sur ce sommet-là, et puis une reprise baissière dans laquelle vous allez avoir les volumes qui vont augmenter avec le summum généralement au break de la ligne de coup. Si vous n'avez pas une augmentation de volume sur cette baisse-là, au niveau des actions, voilà, ça montre une faiblesse dans le momentum, dans la force des vendeurs ici. Et donc vous avez un risque d'échec du break ou de continuation de temporisation avant l'arrivée de plus de volume. Et donc vous avez de nouveau la possibilité d'avoir le pullback, donc il arrive plus ou moins une fois sur deux. Donc bon voilà, il est toujours plus intéressant d'essayer de rentrer sur le haut de l'épaule droite à nouveau, plutôt que d'attendre le break ici et le pullback, parce que vous allez non seulement louper une belle partie de la baisse, mais aussi prendre le risque que ça parte bien tout simplement sans vous si vous attendez le pullback. Donc ça vous fait beaucoup moins d'occasion d'entrer en position sur ce type de structure qui généralement sont des structures relativement intéressantes parce qu'elles notent généralement un retournement de sommet. Et donc pour pas refaire de l'Elliott, généralement ici vous avez une structure en vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5, et puis vous avez ici un retournement soit en A, B, C avec
tout juste la recherche de votre objectif et puis derrière, poum, on repart à la hausse puisque c'est une structure correctrice. Soit vous avez un retournement de sommet de fin de cycle et vous avez ici vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5 et donc là vous pouvez aller choper beaucoup plus d'amplitude à la baisse que tout simplement l'amplitude théorique de la structure chartiste où bah, vous vous arrêtez là mais malheureusement vous n'étiez pas au courant que c'était un retournement de sommet et du coup vous loupez facilement la moitié de l'amplitude baissière sur le cycle, le nouveau cycle qui est rentré. Des exemples. Ici, sur le CAD yen en hebdomadaire, donc je vais zoomer un peu peut-être, voilà, ce sera un peu mieux. Vous avez eu ici, c'est exactement le cas que je suis en train de vous expliquer. Vous avez eu ici, on peut noter ici une première vague, une deuxième vague, une troisième vague, une quatrième vague, une cinquième vague. Et puis derrière, vous avez une baisse, une hausse, et puis une structure baissière. Et je pense qu'après ça latéralise et puis ça remonte. Donc voilà, cette phase-là était plus correctrice. Enfin, oui, encore, on va pas faire le détail, on fait pas de Elliott, pardon. Donc ici vous avez eu sur ce sommet là déjà une première alerte puisque vous aviez des setups de divergence qui ont amorcé non pas la correction mais la phase de temporisation. On est venu rechercher un appui sur cette zone de support mensuel qui vient d'avant, hein, de plus loin. Donc on a noté ici une première zone de recherche des prix. Donc on est venu la casser ici pour former la tête. On a eu une divergence ici avec entre l'épaule gauche et la tête, ça c'est bon signe. Vous avez une tête qui forme un V top ici. À nouveau, on vient rechercher le contact avec cette zone mensuelle. Derrière, on rebondit. Vous aviez ici une zone de demande de prix, donc vous aviez tous des supports ici, vous aviez des résistances là, donc vous aviez votre zone de demande de prix qui était là. On vient la travailler et derrière, vous voyez que à nouveau, on fait une sorte de sommet en tour parce que vous avez une forte bougie haussière. Des bougies qui vont être comprises dans ce chandelier là, donc ce sont des haramis, donc ce qu'on appelle des structures chandeliers, donc harami ça veut dire femme enceinte, donc là vous aviez des triplés. Ici donc derrière vous avez un gap baissier avec une forte accélération baissière. C'était votre signal d'entrée sur l'épaule droite. Donc vous pouviez entrer ici à la clôture, mettre votre stop, généralement on le met au-dessus de l'épaule droite. Pourquoi? Parce que si la structure commence à remonter un peu trop haut, vous avez une épaule qui est trop difforme et du coup la structure perd de sa force. Pourquoi? Parce que vous avez les vendeurs qui repoussent trop haut ici. Au pire, vous pouvez tracer votre oblique, votre ligne de coup en fait, qui est pas vraiment une zone, mais qui est plutôt une ligne de tendance haussière. Vous pouvez la reporter en parallèle. Allez, si je la dessine ici, si vous la reportez ici sur votre ligne de coup, au pire vous mettez votre stop au-dessus. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas à l'abri qu'on vienne rechercher cette zone pour justement faire une épaule, tête-épaule avec un canal ascendant qui cadre les deux épaules. Et donc ici, ce qui était intéressant en plus, qui montrait de la force, c'était que la deuxième épaule n'avait pas réussi justement à aller rechercher son haut de canal. Donc ça montre une faiblesse. En plus du gap ici qui n'a pas été refermé, hein, puisqu'il était ouvert ici en haut. On va zoomer un peu plus. Donc vous voyez, hein, le chandelier clôture ici en haut, le gap s'ouvre ici, on tente de combler le gap, mais on n'y arrive pas, et derrière, boum, on casse tout, on casse même le précédent plus bas ici significatif de cette structure haussière-ci. Si vous la tracez d'ailleurs, je vais vous la faire, hein, c'est une structure en biseau ascendant qu'on verra plus tard et qui casse de manière statistique par le bas. Vous aviez la confirmation de la cassure par le bas ici avec un gap ouvert, un gros marubozu, un momentum qui était encore affaibli ici, donc il n'y avait pas de divergence mais le momentum était toujours faible et il se retourne, donc
plein d'informations techniques pour valider cette épaule droite et pour que vous puissiez entrer en position ici. Donc vous aviez la zone de coup ou la ligne de coup, donc vous voyez d'ailleurs un dessus, on vient dessus. Et puis derrière, on fait un gros chandelier d'hésitation. Donc on tente de casser en journée cette zone mensuelle et puis on la réintègre. Ça vous incite fortement à vous mettre à BE et à prendre une partie de vos bénéfices. Et après, vous laissez travailler le reste. Donc après, vous travaillez cette zone-là. On fait le pullback en fait sur la ligne de coup oblique. Et puis là, on a la vraie cassure de la zone mensuelle, ici avec ce gros chandelier, l'accélération derrière. Et votre objectif, eh bien, c'est le point haut ici, reporter au bas ou à la zone de coup, pardon, et reporter ici au niveau du break. Donc si vous avez le break qui se fait plus haut, bon bah votre amplitude est moindre, sinon si vous le faites ici c'est 100% complet à partir de ce moment-là. Si vous pouvez avoir aussi l'effet inverse, vous avez le canal des épaules qui est légèrement baissier. Et donc dans ce cas-là, bah, votre report est encore plus loin. Ah bah je l'avais fait ici en zoom, tiens, je me souvenais plus. Vous aviez ici en rouge bah voilà, le break baissier du range qui était en rouge ici, le break baissier du biseau que je vous ai dessiné sur le graphe juste avant. Donc tout ça, vous pouviez entrer en position vraiment ici. Donc c'était un stop loss de 250 points. Attendez, qu'est-ce que j'ai raconté là, de 2,50 $ à 3 $, pardon. J'ai mesuré les points, donc c'est 2,50 $ à 3. Vous aviez ici un objectif 1 à plus ou moins 6,50 $, donc ça faisait un risk reward de 2,6. Donc pour la zone de coup ici. Et vous aviez un objectif 2 à 100% qui est plus bas avec un objectif de 21 $ et donc un risk reward de 8,4. À voir le Bitcoin Timiltic. C'était ça le Timiltic. Bitcoin. Qu'est-ce que je voulais vous montrer sur le Bitcoin? Ah oui, bah voilà. Bah, vous avez ici pour l'instant sur le Bitcoin, bon bah ce qu'on essaye d'anticiper et qu'on attend en confirmation, la formation en Elliott d'un triangle, parce que vous avez ici 1, 2, 3, 1, 2, 3, on attend la validation de 1, 2, 3, 1, 2, 3, et ainsi de suite. Ici vous aviez votre zone de demande de prix, donc zone de résistance, résistance, breaké, support, breaké, rebreaké, support, 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 rebreaké, résistance. Donc voilà, c'est une zone sur laquelle les prix ont tendance à réagir. Et si je fais le zoom, eh bien ici vous aviez une première hausse, une hausse ici, et puis vous aviez à ce moment-là cette deuxième hausse, donc vous pouviez tracer ici votre oblique, donc votre ligne de coup pour une potentielle ETE. Et donc bah, ici vous aviez derrière la baisse, la cassure, et puis derrière on va rechercher l'objectif des 100% de l'épaule tête-épaule, 61,8, quasi les 200%. Donc en fait on est venu retester cette zone de prix ici, qui d'ailleurs était soit une tasse avec anse, donc ici vous aviez un rounding bottom, donc soit un double bottom larvé, mais avec une différence qui est un peu trop grande pour moi. Pour moi ça c'est plutôt une tasse avec anse. Donc vous aviez ici un objectif up des 100% qui n'a pas été atteint, donc on est venu rechercher ici les 61,8, et vous aviez l'objectif de la anse ou du bottom, du rounding bottom, qui était juste ici au-dessus. Donc vous voyez, cette zone là était vraiment une zone relativement intéressante, mais on n'est pas allé jusqu'au bout. Ensuite, vous avez la structure inverse, l'épaule tête-épaule inversée, donc une tendance baissière, un plus bas, un nouveau plus bas que le précédent,
un plus haut ici qui échoue à faire un nouveau plus haut. Donc vous avez la ligne de coup qui est baissière. Vous avez un nouveau plus bas qui échoue à faire un plus bas que le précédent. Et vous avez toujours ici de manière générale une baisse de volume entre les différents creux. Donc note d'un affaiblissement donc du momentum baissier, une reprise haussière des volumes en même temps que la hausse sur l'épaule droite. Et puis vous avez le break, hop. Et alors ici, 98% de continuation haussière de sortie haussière pour une structure de type épaule tête-épaule inversée, avec cette configuration au niveau du volume, bien entendu. Vous avez dans 85%, donc ça ne veut pas dire qu'elle va aller atteindre son objectif à 98% des cas, hein. Ça veut dire qu'une fois que vous avez breaké la ligne de coup, dans 98% des cas, vous avez une poursuite de la hausse. Alors elle va peut-être aller rechercher 50% de l'objectif et après se retourner, hein. Ça ne veut pas dire que c'est dans 98% des cas que vous allez avoir l'objectif qui va se réaliser. Dans 85% des cas, elle va se situer dans un retournement de tendance, donc une fin de cycle baissier et un retournement de cycle pour reprendre une tendance haussière. Vous avez 52% de throwback, donc c'est-à-dire de retest de la zone de coup. Et après, vous avez 15% de continuation haussière de la structure. Donc c'est quand même beaucoup plus faible que les 98 de sortie haussière. Donc vous pouvez sortir de manière haussière, mais pas forcément continuer pour aller rechercher l'objectif. Donc dans 15% des cas seulement, elle va continuer à monter, monter, monter pour faire le retournement de tendance. Et la baisse des volumes. Alors ici, ah oui tiens, je voulais couper, je pense, de manière volontaire. Donc on avait défini ici donc une première zone de stagnation, donc ici un range. Donc vous avez votre zone de demande de prix. Puis on est venu la fracturer et puis la réintégrer. Donc ça c'est une première information. Et puis derrière, on vient tester ici cette zone haute et puis on vient baisser, monter et puis on baisse. Donc on est potentiellement rentré ici quelque part ou alors on attend encore le pullback un peu plus intéressant pour former l'épaule droite. Vous avez eu les setups de divergence ici entre l'épaule gauche et la tête. Vous avez ici toujours le momentum qui est plus faible que précédemment. Hop, et puis derrière, patatras. Elle n'a pas fonctionné. Alors elle n'a pas fonctionné, et puis regardez un peu les éléments qu'on va retrouver. Donc on est venu un peu haut ici hein, pour aller rechercher la zone. Donc au pire on était rentré plus ou moins ici. Si jamais on avait réussi à travailler une unité de temps inférieure sur ce gros chandelier, on avait un break d'oblique. Donc si je dois tracer l'oblique baissière des unités de temps inférieures, elle se trouve là, comme ça. Et donc on avait ce gros chandelier qui faisait le break. Donc on pouvait entrer en position ici, mettre son stop soit là, soit en dessous de la zone de demande des prix. Parce qu'on pouvait faire ici une haut info break et puis revenir tester la zone avant de repartir. C'est un risque qu'il peut y avoir et qu'il faut pouvoir prendre en compte. Et puis derrière ici, voilà, on vient tester ici la zone de demande de prix, on stagne ici, à ce niveau-là, au mieux vous vous êtes mis à BE, vous avez pris une partie de vos bénéfices, et puis dans la journée qui suit, je ne sais plus si on était en journalier ou pas, et bien vous voyez derrière une tentative de sortie par le haut, et puis derrière, boum, une réintégration et une clôture qui se termine quasi sur votre niveau d'entrée. Ça clairement c'est un très mauvais signe pour la structure. C'est plutôt une structure qui du coup va vous faire penser ici à un double top décalé sur une zone de résistance. Et ce qui est important à dire aussi et que je n'ai pas dit au début, et ça je l'ai appris dans mes formations héliotistes, notre professeur, instituteur, mentor, bref, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, nous avait expliqué que l'invalidation d'un signal est un très bon signal pour rentrer dans l'autre sens.
Eh bien ici vous aviez, une sorte d'invalidation, par rapport à cette structure-là et donc vous aviez le signe qui disait clairement: «Ah l'épaule tête épaule inversée, ça va pas marcher ici». Hem, donc très clairement vous pouviez, aisément prendre le risque, de clôturer votre position, votre solde et de retourner entre guillemets votre vision et de rentrer en position ici et de mettre votre stop là-haut. Pourquoi? Parce que vous avez un gros chandelier qui fait la mèche. On réintègre la zone, donc c'est un range, hein, ici, c'est un range, donc on fait un soulèvement de la borne haute du range. On fait la réintégration, on avale un corps, 2 corps, 3 corps, 4 corps et ce sont pas des petits corps, hein. Ici c'est un marubozu, un autre marubozu, eh bien on les avale tous les 2 et on vient, clôturer, légèrement en dessous du plus bas ici. Donc ça c'est quelque chose de, c'est un signe très fort d'invalidation de la structure et derrière, bah, vous voyez ce qui se passe, hein, c'est la grosse, chute, qui suit et puis, tout simplement vous aviez, heu, bah, c'est le cas qu'on a vu précédemment en fait, avec le double top, sur c'était quelle action encore? C'était Intel? Ah non, c'était Cisco. Voilà, c'était Cisco ici avec notre double top et puis, voilà derrière ce qu'il y avait eu. On était venu rechercher le pullback, bah, de nouveau sur cette zone de coup là, du double top et puis derrière, boum. Ce qui fait qu'en fait, ici vous avez eu, une impulsion baissière, ouais, ici en fait c'est un flat, hein, pour nous, vous avez une vague A, une structure en flat et puis derrière boum. Donc nous ce qu'on fait, c'est on prend, l'extension Fibonacci, point 1, point 2 et on recherche les 100 de l'extension et puis, vous aviez, bah, plus ou moins cette zone-là, comme objectif par rapport à votre trade. Donc vous voyez que ici, voilà, vous avez un risk reward qui fait, hop, si je le dessine. Wow, wow, qu'est-ce qu'il va me faire? Non, non. Bon, soit. Non, c'est le rectangle que je veux. Vous avez ici 1, 2, 3, voire 4 comme objectif pour cette structure-là. Et derrière, bon bah c'est en cours sur Cisco, bon bah voilà, vous avez ici un V-top, pardon, un V-bottom, sa zone de coup, hein, bon, ça revient, hein, vous voyez que les zones de support, de résistance jouent un rôle dans le temps relativement important puisqu'on vient buter une fois dessus, on vient buter une deuxième fois dessus, donc là on avait un setup de double top avec quelque chose de fort, impulsif et puis derrière fort mou. Et donc au break de ce canal baissier là, pardon, vous aviez la possibilité de travailler le setup de double top. Et puis derrière, bon bah voilà, ça descendait, bon c'est revenu fort bas. Et donc ici on a le potentiel double top ou tasse avec anse. Bon elle est un peu profonde la anse, donc c'est plutôt on rentre plutôt dans une zone de double bottom, pardon, je dis top, mais double bottom décalé où vous avez ici un Adam et puis ici plutôt une Ève, donc un bottom plus arrondi. Et donc là fallait le voir à ce moment-là, hein, mais voilà, vous aviez votre ligne de tendance ici. Bon, c'était même un canal chartiste, hein, si vous mettiez la borne ici. Donc on n'est pas arrivé à la zone basse, on est venu rechercher la zone de prix qui était là, ici, et puis on a eu un gap d'accélération et derrière, boum, un gros chandelier qui venait confirmer le break de cette ligne de tendance ici. Donc on pouvait sans doute rentrer un chouïa plus tôt, hein, si vous aviez le break, le gap haussier qui se fait juste au-dessus de la ligne de tendance, c'est le signe, c'est un signal. Les traders d'actions vont rentrer sur l'ouverture de ce gap et vont mettre leur stop relativement proche, soit ici en dessous, soit ici en dessous, au cas où tout simplement, si le gap vient à être comblé, bon déjà c'est un mauvais signe. Bon ici c'est parti comme une fusée, puis ça a retracé donc sur la journée. Et donc pour ceux qui sont pas dedans, hein, qu'est-ce qu'on attend? On attend le break ici de cette ligne de coup.
et éventuellement le pullback dessus pour pouvoir entrer, mettre un stop relativement proche et pour reprendre la poursuite haussière de Cisco. Donc pour ceux qui travaillent les actions, mettez-la dans votre watchlist. Tout ça, ouais, ça mérite une deuxième vidéo, je crois, hein, puisqu'il y a déjà 1h30 de vidéo. Qu'est-ce qu'on a après? Ouais, les triangles. Donc là, on rentre dans quelque chose de plus, d'un peu plus long et ce genre de choses. Donc on va scinder les figures chartistes en deux et je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. On a déjà 1h30 de vidéo et il est quasi 22h. Quasi 23h, pardon. Donc voilà pour cette vidéo. Donc je ne sais pas s'il y a des questions. Ça va, j'ai réussi à vous tenir éveillé jusque là. Bon ben voilà. Bon, je le dis pour vous et pour ceux qui vont regarder la vidéo, soit dans le Discord, soit dans le canal Telegram associé à la formation. Je veux voir plein de graphiques, plein d'analyses, plein de trading, qu'on puisse travailler, bosser tout ça ensemble, parce que c'est bien beau de faire des vidéos de théorie et tout ça, et de montrer des cas pratiques, mais on veut de la participation. Pour que tout simplement ceux qui ont déjà un peu plus d'expérience puissent en faire profiter aussi les personnes qui viennent simplement de se mettre au trading et qui apprennent vraiment les bases avec ces vidéos. Le fait de voir dans le canal un peu d'action, un peu de partage, que ce soit des choses passées, hein, des analyses passées qui montrent justement la dynamique pour voir si vous avez bien compris par exemple, ou des actifs que vous surveillez en disant bah voilà, tiens, là j'ai repéré, on peut avoir tel setup, telle figure chartiste, j'observe une divergence, un changement de polarité suivant la loi de dos, ou voilà, j'anticipe ici un double bottom, un double top. Voilà quoi, faut y aller, comme ça en même temps tout le monde surveille et vous pouvez le mettre dans les, donc vous avez des trucs généraux, hein, vous avez les indices, le forex, les cryptos, les commodities, les actions. Vous pouvez mettre vos analyses là-dedans, dans le Discord. Et si vous n'êtes pas dans le groupe Telegram, éventuellement, quand il y en a, moi je les balance dans le Telegram pour ceux qui sont pas forcément dans le Discord. A priori, tout le monde devrait être dans le Discord s'ils sont intéressés par suivre les lives, mais donc voilà. Bon, et oui, pour ceux qui sont présents et ceux qui regardent la vidéo aussi, surtout n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager un maximum pour que elle puisse profiter à tout le monde, pour que euh, ma chaîne YouTube puisse prendre un peu d'envergure aussi. C'est toujours sympa. Et puis, sous les conseils et sous l'élan de mon ami Sam, j'ai fait ce qu'il appelle une cagnotte ou un lien. C'est quoi, comment ça s'appelle encore? Tipeee. Donc c'est le système de tips de rémunération volontaire pour les youtubeurs. Donc voilà, je vous mettrai toujours le lien en description de la vidéo ou dans le Discord. Et voilà, les bonnes âmes qui se sentent généreuses, vous pouvez aller faire un tour dessus et laisser un pourboire, comme on dit. Et puis si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie, il n'y a rien d'obligatoire, hein. C'est juste pour marquer le coup. Et puis voilà, aussi dedans il y a la possibilité de faire des petites offres de remerciements et ce genre de choses. Donc voilà, il y a des offres pour vous remercier en contrepartie. Il y a des analyses gratuites, des points de formation individuels, des accès au système Full King ou ce genre de choses. Voilà, faites-vous plaisir si vous avez envie, faites-moi plaisir aussi si vous avez envie. Et puis sur ce, je vous souhaite une très bonne journée pour ceux qui regardent la vidéo en décalé, une très bonne soirée pour ceux qui m'ont suivi en live. Et on reprendra certainement la suite, je pense, vendredi prochain. Comme ça me donnera un peu de temps pour chercher des exemples sur le reste des structures, parce que je pense qu'il n'y avait pas beaucoup d'exemples pour l'instant. Donc voilà, voilà.
Et avec plaisir, merci à vous d'être passé en cette soirée de vendredi. Bonne soirée.